Et dans la grande table des idées aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'économiste Julia Cagé et de l'avocat Benoît Huette qui publie L'information est un bien public, refonder la propriété des médias aux éditions du Seuil. Un ouvrage qui commence comme ceci. Demain, il sera trop tard. Le paysage médiatique n'a jamais été aussi désolé. Aux annonces de fermeture de titres se succèdent presque quotidiennement les coups portés contre tel ou tel journaliste, les plans de sauvegarde de l'emploi qui vident les rédactions de leurs effectifs et les révélations sur les industriels aux aguets qui placent leurs pions aux avant-postes. Un essai qui sonne l'alarme à un an de l'élection présidentielle sur l'indépendance de la presse et incite le législateur à reprendre la main et à proposer une loi de démocratisation de l'information, remettant les journalistes et les citoyens au centre du débat. Julia Cagé est avec nous autour de la grande table et Benoît Huette aussi à distance par la voix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Julia Cagé, pourquoi ce grand cri d'abord? Ça part d'un constat. Alors certes, il y a la présidentielle dans un an, mais il y a aussi ce paysage qui se concentre, qui se réduit de plus en plus. On parlait de 9 industriels, bientôt 8. Bientôt 8 industriels qui posséderont la majorité des médias français. Il y a eu une accélération extrêmement forte du mouvement de concentration et des attaques aussi portées contre les journalistes au cours des derniers mois. On pourrait prendre un certain nombre d'exemples dans l'actualité récente. Il y a tout ce qui se passe autour de Vincent Bolloré et de Vivendi. Vincent Bolloré qui est rentré en négociation exclusive avec G+J pour racheter Prisma, c'est-à-dire une grosse partie des magazines en France, que ce soit Géo, que ce soit Capital, Femmes Actuelles. Vous avez en même temps beaucoup d'alertes qui ont été signalées, tirées du côté de Reworld Media. On a vu tout le mal qu'a pu faire Reworld Media à Biba, ensuite à Grazia et aujourd'hui à Science et Vie, dont les journalistes n'ont plus accès finalement à leur propre site internet. Donc en fait, on a remplacé des journalistes par des producteurs de contenu. Et en fait, quand on parle de ça, on parle de quoi? Parce qu'on parle de journalistes qui nous informent et on parle de journalistes qui voudraient pouvoir bien faire leur travail dans les meilleures conditions de production d'une information de qualité et dans les meilleures conditions en termes d'indépendance. Et on parle aussi d'une surconcentration du paysage médiatique, vous le disiez en introduction, à un an de l'élection présidentielle, quand on sait que les médias peuvent être des outils d'influence très importants. Et quand on parle de Bolloré, le nom de Vincent Bolloré revient beaucoup sur la table. Pourquoi? Parce qu'on sait que comme actionnaire des médias, c'est un individu qui a eu à plusieurs reprises recours à la censure. Benoît Huette, d'abord quelques mots sur la loi. Que dit à l'état actuel des choses la loi sur l'information justement? En quoi elle protège ou ne protège pas d'ailleurs les journalistes? Alors, il y a eu pas mal de tentatives ces dernières années pour faire évoluer la loi là-dessus, mais finalement, les choses ont assez peu bougé depuis une ordonnance qui date de 1944. C'était après la guerre. Pas mal de journaux avaient été interdits du fait de leur participation à la collaboration. Et il y avait eu un grand élan, en fait, pour refonder un petit peu la propriété des médias en France. Et depuis, en fait, il y a eu des débats parlementaires en 84 puis en 86 au début du mandat de Jacques Chirac. Mais les choses n'ont pas vraiment bougé sur la détention des médias en tant que telle. Les règles, par exemple, sur la concentration des médias ne prennent pas en compte l'Internet, qui est un média qui a paru postérieurement. Oui, alors il manque quand même, Julia Cagé, ce quatrième acteur. Ça nous paraît quand même dingue aujourd'hui. C'est pour vous montrer à quel point les lois ne sont plus adaptées. On n'a pas repensé depuis 1986 les questions de propriété, d'indépendance et de concentration des médias en France. Et en fait, la dernière fois qu'on a fait une loi véritablement importante, Benoît le rappelait, c'était en 1944. Donc en fait, il faudrait presque tout repenser, il faudrait presque tout reprendre à zéro. Alors ça pose une question qui est une question presque éthique, en tout cas d'éthique économique, c'est de savoir est-ce que les médias les entreprises de médias sont un bien comme un autre? Est-ce que l'information justement est au-dessus de ces dynamiques économiques qui correspondraient à celles des entreprises classiques? Oui, c'est pour ça qu'on a intitulé le livre d'ailleurs L'information est un bien public. Donc ce n'est pas un bien comme un autre. C'est ce qui fait par exemple qu'en France aujourd'hui vous avez des aides à la presse. C'est ce qui fait qu'en France aujourd'hui, vous avez un audiovisuel public. C'est ce qui fait également que vous ne pouvez pas créer des chaînes de télévision, des chaînes de radio sans vous soumettre à un certain nombre de règles. C'est pour ça aussi qu'en France, on a un CSA. Pourquoi? Parce qu'on considère justement que l'information n'est pas un bien comme les autres. Le problème, c'est que ceux qui produisent cette information, c'est-à-dire les journalistes, eux, ne sont pas protégés
aujourd'hui statutairement par la loi comme il le devrait. Il y a un certain nombre de choses qui existent, et c'est tant mieux, qui ont été mises en place à la suite de la création de la commission de la carte de presse avec la loi Brachard en 1935. Par exemple, les journalistes ont droit à ce qu'on appelle la clause de cession, qui leur donne une certaine indépendance de quitter un média en cas de rachat et de changement de ligne finalement de ce média par l'actionnaire, mais ils ne sont pas suffisamment protégés. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que dans le fonctionnement des entreprises de presse aujourd'hui, il n'y a aucun droit, aucun pouvoir particulier qui sont donnés aux journalistes. Or, nous pensons que les journalistes sont, avec les lecteurs, les meilleurs garants de l'indépendance des médias. Et c'est pour ça que l'acte 1 de notre loi de démocratisation de l'information vise à démocratiser la gouvernance des médias, en imposant aux médias d'avoir au moins la moitié de salariés, dont 2/3 des journalistes, au conseil d'administration des différents titres de presse. Vous revenez finalement sur ce bilan-là, qui est à la fois un bilan des différents types de gouvernance qui existent dans les médias, différents types de modèles. Vous vous inspirez aussi de ce qui se passe à l'étranger. Vous faites même un état des lieux assez large de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Suisse, par exemple, des différents types d'entreprises que connaissent les médias, avant de pouvoir discuter aussi de la manière de les refonder avec ce nouvel acteur qui est le numérique et Internet, qui a aussi refondé l'économie des médias. Julia Cagé, en ça, le problème est complexe. Oui, le problème est extrêmement complexe, et c'est pour ça qu'en fait, ce livre, on l'a écrit avec une volonté d'armer les citoyens, d'armer les lecteurs, d'armer le législateur et aussi d'armer les journalistes. Parce que les journalistes, quand vous avez des changements de main, par exemple, d'un média, souvent, ils sont un peu perdus derrière la complexité, finalement, de ces différentes structures. Dans le livre, on va passer en revue les différents statuts, que ce soit des statuts comme des SA, des SARL, des SAS. On va parler des coopératives, et surtout, on va s'arrêter sur un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé et pour lequel j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'en fait ça s'est fait aussi concrètement depuis 2015 et la parution de Sauver les médias, qui est la question des fondations, ou plus précisément des fonds de dotation. Alors peut-être un mot sur ce médias. sujet, Julia Cagé, justement. Vous en parlez notamment en ce qui concerne les modèles à l'étranger. Alors le grand modèle à l'étranger finalement qui est souvent pris en exemple, c'est le modèle du Guardian. Pourquoi on prend le modèle du Guardian? C'est que le Guardian est possédé maintenant depuis des décennies par le Scott Trust, qui est finalement une forme de détention à but non lucratif d'un média, ce qui est une excellente chose, puisque si l'information est un bien public, le fait qu'un média soit détenu par le Scott Trust, qui est à but non lucratif, ça permet justement de sortir finalement la production de l'information de la seule logique du marché, et de vouloir finalement maximiser la qualité de l'information beaucoup plus que les dividendes qui sont versés à l'actionnaire. Une autre chose que permet la détention du Guardian par le Scott Trust, c'est d'assurer finalement l'indépendance du Guardian, puisque le Guardian ne peut pas être vendu. Il ne peut pas être acheté. Donc finalement, ça le préserve d'actionnaires extérieurs qui voudraient acquérir ce média, y compris contre la volonté des journalistes. Or, en France, finalement, on n'a pas les formes juridiques qui nous permettent de reproduire le modèle du Guardian. Alors, on essaie de construire à partir de l'existant, et en particulier l'existant, c'est le modèle de fonds de dotation. C'est ce qu'a fait l'an dernier Mediapart, qui a été complètement novateur en France de ce point de vue-là, avec la constitution d'un fonds pour une presse libre. Donc, Mediapart a été vendu à la SPIM, qui est une société commerciale qui appartient au Fonds pour une presse libre, qui n'a pour seule raison d'existence que le fait de préserver finalement Mediapart. Ce qui fait qu'en fait Mediapart ne pourra plus être vendu ou racheté. Ça a permis de préserver son indépendance de ce point de vue-là. L'autre chose qui est extrêmement important, c'est que ce Fonds pour une presse libre est un fonds de dotation, donc à but non lucratif, et ça permet aussi de maximiser la qualité du travail d'enquête fait par Mediapart. Ce que Julia a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les trusts anglo-saxons, qui ont une structure très particulière. Nous avons des équivalents en France. Il y a eu pas mal de tentatives pour s'appuyer sur les structures juridiques existantes. La plus connue, c'est celle de Ouest France. Les gens ne le savent pas toujours, mais Ouest France est détenue par une association loi 1901 qui s'appelle l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Vous avez ensuite eu cette tentative plus récente par Mediapart puis par Libération avec les fonds de dotation. Mais à chaque fois, on voit bien que ces modèles sont imparfaits, qu'ils n'ont pas été pensés pour les médias. Ils ont été pensés pour d'autres types d'activités, des activités philanthropiques. Et on propose avec Julia justement un ajustement de ces structures-là pour les adapter au monde des médias. Aujourd'hui, les choses ne sont pas suffisamment claires, et on voit bien que, par exemple, sur le cas de Mediapart, un média a créé son indépendance en donnant le pouvoir à un conseil d'administration avec un pluralisme qui est distinct des dirigeants du journal, avec une vraie volonté d'indépendance de la rédaction. On voit que Libération a fait tout le contraire, où Libération a été transmis à un fonds de dotation qui est intégralement contrôlé par l'opérateur de téléphonie SFR.
Donc la loi n'est pas suffisamment claire et du coup chacun fait un petit peu sa cuisine dans son coin. Et nous recommandons en fait que des règles claires s'imposent et que pour que nous puissions les imposer, elles soient une condition à l'attribution des aides à la presse. Alors vous, Julia Cagé, ce que vous demandez, c'est des garde-fous. Oui, Benoît rappelait l'exemple de Libération. C'est pas Libération finalement qui a fait le choix de ce transfert, c'est l'actionnaire Patrick Drahi, qui a fait le choix du transfert de Libération à ce fonds de dotation qui n'a à son conseil d'administration que 3 membres, dont 2 représentants de SFR et pas un seul représentant des journalistes, sans même prévenir les journalistes en amont. C'est-à-dire que alors là, il y a 2 problèmes dans ce que vous soulignez. Un problème qui est un problème économique, c'est-à-dire la crise aussi de la presse écrite. La crise de la presse écrite, elle a la crise de la presse, non, mais qui a bon dos, certes, mais qui a existé quand même. Le passage au numérique, voilà, même si c'est presque 20 ans maintenant, il n'empêche qu'il y a aussi la question de l'argent qui s'est posée et comment se sont réorganisées les choses autour de cette crise structurelle. Oui, il y a des aspects structurels et il y a des aspects qui sont des aspects conjoncturels. Finalement, ce qui est structurel aujourd'hui, c'est la baisse des recettes publicitaires. Cette baisse des recettes publicitaires, elle n'a pas commencé hier, elle n'a pas commencé non plus avec Internet. En fait, si vous regardez l'évolution sur le très long terme, elle a commencé dès la fin des années 50, au milieu des années 60, notamment avec la concurrence de la télévision. Elle s'est accélérée avec Internet. Il y a eu une erreur historique qui a été faite dans les années 2000, qui a été l'erreur qui a consisté à mettre pour la plupart des médias gratuitement les contenus en ligne sur Internet en espérant monétiser ces contenus par la publicité. Or, le marché publicitaire n'a pas été là, ou plutôt il a été là, mais il a été capturé par les géants du numérique, les fameux GAFA. Donc les médias se sont retrouvés dans quelle situation ? Dans une situation où ils avaient des revenus publicitaires en baisse qui ne vont pas revenir et qui ne sont pas revenus, et où ils ont aussi énormément perdu en lectorat, puisqu'à partir du moment où vous mettez tout votre contenu à consommer gratuitement sur Internet, pourquoi les gens s'abonneraient-ils ? D'une certaine manière, cet aspect structurel-là, on est en train de le renverser un tout petit peu, puisque les médias ont appris finalement les leçons du passé, et qu'aujourd'hui, la plupart des grands médias d'information, que ce soit des médias purement en ligne, on évoquait tout à l'heure Mediapart, on pourrait en mentionner beaucoup d'autres, ou que ça soit des médias qui traditionnellement étaient sur le papier, Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos, etc. Qui existent en ligne désormais. Avec un mur payant. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de donner leur contenu gratuitement à consommer en ligne. Ils ont réaffirmé le fait que non seulement l'information est un bien public, mais que ce bien public est coûteux à produire. Donc elle a un prix, il faut payer pour ce prix-là. Et ce qu'on voit finalement, c'est que maintenant que cette double erreur, ce double choc a été corrigé, vous avez un certain nombre de médias qui retrouvent un équilibre économique. C'est le cas à Mediapart, ça serait le cas au Monde hors crise de la Covid, alors qui a été un accélérateur supplémentaire finalement de l'effondrement des recettes publicitaires, mais qui pour le coup est un choc conjoncturel. Le marché publicitaire, il est à l'arrêt, mais il va revenir à son niveau d'antan. Donc finalement, le grand mouvement de concentration, consolidation à cause des faiblesses structurelles d'un point de vue économique, il est fini. On parlait tout à l'heure des présidentielles. La question de l'audiovisuel et notamment des chaînes d'information en continu est extrêmement importante. Vous avez aujourd'hui des actionnaires de médias qui ne considèrent pas du tout l'information comme un bien public, mais qui produisent de l'information low cost. Et je suis désolée d'en revenir ici à Vincent Bolloré et ce qu'il a fait à CNews. Malgré la situation économique extrêmement préoccupante pour l'ensemble des médias l'an dernier, du fait de l'effondrement du marché publicitaire, finalement, il a réussi à rendre CNews rentable. Pourquoi ? Pas par la magie de ses talents d'entrepreneur, c'est qu'il a fait de l'information low cost, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des journalistes auxquels vous donnez les moyens d'enquêter et de faire de l'information de qualité, vous prenez 2 polémistes, vous les mettez sur un plateau, vous les laissez tenir des propos de plus en plus fascisants, ça fait de l'audience en ligne, on dirait que ça fait du clic, mais le mot en ligne, ça s'appelle clickbait, donc putaclic, ça fait de l'audience à très bas coût. Avec ça, vous avez des recettes publicitaires qui ne vous coûtent pas très cher. Julia Cagé, ça c'est l'autre dimension de votre livre, c'est justement la critique de l'impact sur le contenu de ces modèles-là. Alors je vous propose d'écouter le journaliste Jean-Baptiste Rivoire au micro de Martine Oriange, c'était sur Mediapart en 2018. En gros, Canal+, c'est une chaîne de télévision nationale qui est régie par la loi de 86 sur l'audiovisuel, renforcée par la loi Bloch. Et cette loi a un principe absolument fondamental qui dit notamment que les intérêts d'un actionnaire ne doivent pas pouvoir venir entraver la liberté et l'indépendance éditoriale du média. Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus aucune liberté d'information en France. Sauf que ce qu'on vit, nous, à Canal+, depuis 2015, c'est qu'un actionnaire a pris le pouvoir chez Vivendi et donc contrôle Canal+. Et que manifestement, cette loi qui explique que ces intérêts d'actionnaires n'ont pas à venir entraver la liberté éditoriale,
Il s'en moque, puisque dès 2015, il a commencé par censurer la fameuse enquête Crédit Mutuel qui portait sur une banque détenue par un de ses amis, le banquier breton Michel Lucas, sachant que Michel Lucas avait aidé Vincent Bolloré à monter au capital. Donc c'était vraiment les intérêts de l'actionnaire qui étaient là bouleversés par l'enquête de Canal, et donc l'enquête a disparu. Et au-delà de ce qui s'est passé depuis 3 ans, moi, ce qui me frappe énormément, si vous voulez, c'est qu'un industriel fasse ça, c'est une chose, mais en principe, ça viole la loi. Et donc depuis 2015, le collectif Informé n'est pas un délit, Reporters sans frontières, ils ont saisi le CSA officiellement depuis septembre 2015 sur la censure Crédit Mutuel. Aucun retour à ma connaissance, aucune réaction du CSA. Plus récemment, un reportage sur le Togo a été censuré à Canal parce que ça dérangeait probablement les intérêts de l'actionnaire Vincent Bolloré. Là encore, que fait le CSA? Que font les pouvoirs publics? C'est-à-dire qu'un industriel bousille un média national. Dans quel pays est-ce qu'on vit? Qui réagit? Benoît Huette, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que effectivement le pouvoir des actionnaires n'est pas contrebalancé par des lois protectrices? Ce que nous pensons, c'est qu'il faut redonner un petit peu de pouvoir au CSA dans les conventions qu'il conclut avec les chaînes audiovisuelles en imposant certaines conditions supplémentaires dans ces conventions, notamment pour que l'autonomie de la rédaction soit préservée. Quand on voit que ce qui s'est passé récemment à Canal+, c'est-à-dire que l'actionnaire décide directement du licenciement de certains journalistes, on n'a pas de garde-fou, on n'a pas de tampon, si vous voulez, entre la rédaction d'un côté et l'actionnaire de l'autre. Il faudrait mettre en place certaines règles assez simples. Le fait que l'actionnaire ne puisse pas participer aux conférences de rédaction, le fait que le directeur de la rédaction puisse être désigné avec l'assentiment de la majorité des journalistes, ce type de choses existe dans un certain nombre de médias et nous pensons qu'il faut le généraliser pour éviter que cette situation se reproduise à l'infini. Il faudrait réglementer une gouvernance démocratique des médias, c'est-à-dire donner des droits politiques aux journalistes, même s'ils n'ont pas tous les droits économiques. Ils n'ont pas tous les droits économiques parce qu'ils ne sont, dans la plupart des cas, pas souvent eux-mêmes actionnaires de leurs médias. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Benoît le rappelait, c'est de faire valider le choix du directeur de la rédaction par au moins 60% des journalistes, ce qui permet aussi de renforcer finalement l'indépendance des rédactions par rapport à leurs actionnaires. Troisième point, c'est la question de la transparence autour de l'actionnariat des médias. Pourquoi on a un problème aujourd'hui quand on dit 9 milliardaires, 9 industriels possèdent la plus grande partie du paysage médiatique? On a un problème parce que ça pose des questions de méfiance extrêmement fortes dans les médias, en partie pour de très bonnes raisons. Les gens s'interrogent finalement sur les intérêts des industriels qui possèdent ces médias et le manque de transparence sur ces intérêts des industriels renforce la méfiance. On pourrait citer l'exemple de la 5G. Aujourd'hui, on voit bien à quel point la question de la 5G est une question essentielle, complexe, sur laquelle, comme citoyens, pour prendre position, nous avons besoin d'être bien informés. Alors ça, vous y revenez parce que les industriels, c'est aussi des grands opérateurs téléphoniques. Qui possède des médias en France? TF1, LCI, Bouygues. Libération, on l'évoquait tout à l'heure, BFM TV, RMC, Patrick Drahi, SFR. Le Monde, Télérama, Courrier International, Xavier Niel, Free. C'est quasiment tous les opérateurs téléphoniques en France possèdent la plupart des médias d'information. Et là, vous sonnez la sonnette d'alarme en disant pour les citoyens. Quel débat, justement, et quelle liberté de l'information. Alors, ça voudrait dire que tout est affaire de structure. C'est pas la liberté individuelle des journalistes. Il faut la renforcer, la liberté individuelle des journalistes. Nous, c'est presque une déclaration d'amour aux journalistes, ce livre. Nous, on croit profondément que la plus grande partie des journalistes, 99,9% des journalistes, cherchent une seule chose, à faire bien leur travail et dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que quand ces journalistes sont attaqués, quand ils sont mis dans des situations compliquées, que ce soit en termes de censure ou d'autocensure, et qu'ils se retournent aujourd'hui, finalement, la loi n'est pas là pour les protéger. C'est pour ça qu'on fait ces propositions très fortes en termes de démocratisation de la gouvernance des médias d'une part, en termes de transparence d'autre part. On a une proposition dans notre loi de démocratisation de l'information qui consiste également à dire que pour qu'un média puisse bénéficier des aides à la presse, il doit au moins consacrer 35% de son chiffre d'affaires à la masse salariale, dont au moins une moitié de journalistes, et qu'il n'est pas autorisé pour un média de rémunérer les journalistes en facture. On a une précarisation beaucoup trop forte de la profession aujourd'hui. Et un des derniers points fondamentaux de notre loi de démocratisation de l'information revient à donner aux différents médias un droit, aux différents journalistes plutôt, un droit d'agrément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les journalistes ont le droit de se prononcer dans le cas d'un changement d'actionnaire majoritaire de leurs médias. Il faut savoir que ce droit d'agrément, il a été introduit en France dans la loi en 1944. Il existe déjà. Il a été très mal écrit. Il n'est pas applicable.
il n'est pas appliqué de fait. Donc la question effectivement de l'encadrement juridique, mais aussi vous faites une proposition qui est une proposition un peu punk, Julia Cagé, qui est celle de proposer que chaque citoyen donne un chèque d'attribution des aides à un média qu'il choisit. Exactement. Pour finalement que ce soit beaucoup plus dilué et beaucoup plus objectif d'une certaine manière. On a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur les aides à la presse. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont devenues complètement inefficaces. Pour les mêmes raisons d'ailleurs que les règles existantes encadrant la propriété des médias. C'est une accumulation de couches qui n'ont jamais été repensées et rationalisées au cours des dernières années. Et puis les aides à la presse, ça peut être utilisé parfois par les États, y compris en France, à des fins politiques. Nous pensons que l'information est un bien public. Comme l'information est un bien public, elle doit être financée en partie par de l'argent public. Donc on voulait une forme finalement de financement de l'information par de l'argent public qui ne permette pas à l'État d'intervenir. Et la meilleure manière, c'est de prendre cet argent public et de laisser aux citoyens la possibilité de le distribuer. C'est ce qu'on a appelé les bons pour l'indépendance des médias. C'est 10 € d'argent public donné chaque année à chaque citoyen qu'il peut allouer aux médias de son choix, aux conditions que ces médias respectent les différents principes de notre loi de démocratisation de l'information, c'est-à-dire de la transparence sur l'actionnariat, c'est-à-dire des droits politiques pour les journalistes, et c'est-à-dire une protection de l'indépendance des journalistes, notamment avec la mise en place d'un droit d'agrément. Je veux souligner un point, parce que tout à l'heure vous rappeliez la nécessité de penser les médias dans leurs conditions économiques, ce qui est vrai. Mais le droit d'agrément aujourd'hui, c'est pas quelque chose que nous on a sorti du chapeau. C'est une réalité qui a été, par exemple, mise en place au journal Le Monde, au groupe Le Monde, l'an dernier. Quand vous avez eu des attaques qui ont été portées avec l'entrée de Daniel Kretinsky, là aussi contre la volonté des journalistes, et sans prévenir en plus au capital du groupe Le Monde, les journalistes se sont mobilisés, les rédacteurs de différents titres du groupe se sont mobilisés, avec les lecteurs et la Société des lecteurs du Monde également, et le pôle d'indépendance du Monde a obtenu ce droit d'agrément, ce qui fait qu'aujourd'hui, en groupe Le Monde, si vous avez un changement d'actionnaire majoritaire, le nouvel entrant devra se présenter à l'agrément et ne pourra pas racheter des actions s'il n'est pas agréé par la majorité des journalistes. Et ça existe dans le contexte économique français. On voit une concentration grandissante des médias en France, peut-être 8, 9, 10 industriels qui possèdent la totalité des médias. Il ne faudrait pas que dans 15 ans, on se réveille et qu'il n'y en ait plus que 2 ou qu'il n'y en ait plus que 3, comme c'est le cas par exemple en Australie, où c'est déjà arrivé, ou encore en Argentine. Il est temps que le législateur intervienne. Il faut protéger ces rédactions pour qu'elles puissent fournir une information de qualité, qu'elles puissent informer les citoyens sur les faits et sur les opinions, et que les citoyens puissent ensuite exprimer des opinions politiques en étant valablement informés. Alors c'est vrai que sur cette question, Julia Cagé, économique, il faisait allusion justement Benoît Huette à l'Australie, se pose la question des bras de fer. On a vu le bras de fer avec Google en Australie. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Mel Silvia, qui est Managing Director de Google en Australie. C'était le 22 janvier dernier. Hi everyone. Bonjour tout le monde. I'm Mel Silver and I lead Google here. Je m'appelle Mel Silva et je dirige Google ici en Australie. Mais une nouvelle proposition de loi, le News Media Bargaining Code, briserait complètement la façon dont fonctionne le moteur de recherche Google en Australie. Je sais que cela paraît exagéré, mais c'est vrai. La nouvelle loi obligerait Google à payer certains médias pour vous montrer des liens vers leur site. Pourtant, comme vous le savez, nous ne vous montrons pas d'articles de presse. Nous vous montrons seulement où aller et comment le faire. Payer pour des liens détruit le fonctionnement des moteurs de recherche et fragilise aussi la façon dont le web fonctionne. Laissez-moi vous l'expliquer différemment. Imaginez qu'un ami vous demande quel bar ou café vous lui recommandez et vous lui en suggérez plusieurs à proximité. Et votre ami peut en choisir un parmi ceux-là et aller boire un café. Mais ensuite, vous recevez une facture vous demandant de payer tous les bars et les cafés, simplement parce que vous en avez mentionné quelques-uns. Quand on met un prix sur les liens vers certaines informations, cela détruit le fonctionnement des moteurs de recherche et le web n'est plus libre et gratuit. Nous ne sommes pas opposés à une nouvelle législation, mais nous voulons qu'elle soit juste. Google a une solution alternative qui soutient le journalisme. Ça s'appelle Google News Showcase. Ça obéirait à cette nouvelle loi et soutiendrait le journalisme australien sans détruire le fonctionnement des moteurs de recherche. Merci. Julia Cagé, on a laissé Mel Silva nous expliquer différemment. J'imagine que vous avez une opinion tout autre sur la question, justement. Mais ça pose la question quand même de ce bras de fer avec l'Australie qui, finalement, a cédé.
Oui, pas qu'avec l'Australie, avec l'Europe, et on l'a vu récemment avec la France, puisqu'en Europe, vous avez aussi eu la directive européenne sur le droit voisin qui pose exactement les mêmes problématiques, et on a eu ce bras de fer qui a commencé à se jouer entre Google, d'une part, Facebook, les éditeurs de presse française au cours des derniers mois. C'est du beau lobbying, ce que nous racontait cette lobbyiste de chez Google, mais c'est faux de plusieurs points de vue. Je pense que c'est important de le souligner. Pourquoi on a ce débat sur ce qu'on appelle le droit voisin ? Pour le résumer en un mot, on pourrait résumer le droit voisin à cette idée de droit d'auteur. C'est-à-dire quand vous écrivez quelque chose, vous êtes rémunéré finalement pour ce que vous écrivez. Aujourd'hui, Google et Facebook gagnent de l'argent, tirent l'essentiel de leurs revenus publicitaires en lien avec le contenu de médias qu'ils mettent en ligne, de contenus qu'ils n'ont pas produits et qu'ils ne rémunèrent pas. Ce faisant, ils ont tué un certain nombre de médias et ils ont fortement réduit les ressources et les recettes publicitaires des médias existants. Ce que demandent les médias, c'est que si Google et Facebook finalement gagnent de l'argent grâce à l'utilisation de leur contenu, Google et Facebook paient pour ces contenus qu'ils utilisent. Pourquoi Google, dans l'extrait qu'on vient d'entendre ici, est complètement de mauvaise foi ? Ce que dit Google, finalement, c'est nous, on va ne montrer qu'un petit extrait des articles, ce qu'on appelle un snippet, et finalement, on ne montre pas l'article dans l'intégralité, et il se réfugie de ce point de vue-là derrière ce qu'on appelle l'exception de courte citation. C'est une exception à la législation en termes de droit d'auteur, de copyright, qui dit que si vous prenez qu'un court extrait, finalement, vous n'êtes pas obligé de le rémunérer. Et ce que dit Google ou Facebook, ils disent finalement, nous, on n'est pas du tout des substituts aux médias, on est des compléments aux médias, puisqu'en fait, les gens, après avoir vu finalement ces courts extraits, cliquent et vont vers nous. Ce qui n'est pas vrai. On sait aujourd'hui que du fait de Google et de Facebook, historiquement, les médias ont perdu beaucoup de trafic parce que vous avez beaucoup de citoyens, on est tous pressés malheureusement, qui finalement vont faire défiler leur page Google News et ne vont pas cliquer. Et se contentent finalement de ces extraits pour s'informer. Là où Google est particulièrement de mauvaise foi, Google dit la chose suivante. Ils ont fait l'expérience en Espagne, ils l'ont fait en Allemagne, ils vont réessayer ce bras de fer en Australie. Quand ils rentrent finalement dans un combat face à un pays ou face à un éditeur, c'était face à un éditeur en Allemagne, ils vont arrêter d'indexer cet éditeur. Et là, ils vont dire à cet éditeur finalement, regardez, quand on a arrêté d'indexer votre contenu, votre trafic a diminué. La preuve que nous n'étions pas un substitut, mais un complément, puisque maintenant que nous ne vous indexons plus, plus personne ne vient vers votre site. Sauf qu'en fait, le fait de devoir passer par Google et Facebook, c'est quelque chose qui a été imposé historiquement par ces deux plateformes. Et c'est ces deux plateformes, après avoir pompé, vous savez, vidé entièrement tout le sang des médias, avoir créé une espèce de forme de dépendance qui leur disent, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est un peu comme si un vendeur de drogue disait à un drogué, une fois qu'il arrête de se droguer, mais t'as bien vu, t'es en manque. Donc en fait, comme tu es en manque, c'est toi qui étais demandeur de cette drogue. Donc c'est pas moi qui suis responsable. Julia Cagé, un dernier mot peut-être pour reparler de cette loi. Est-ce que vous souhaitez justement que rapidement le débat arrive au Parlement ? On est, comme on le rappelait en début d'émission, à 1 an de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une urgence à parler de cette refonte du paysage médiatique ? Il y a une double urgence. Il y a une urgence par rapport à l'élection présidentielle de 2022, mais il y a aussi une urgence par rapport à la situation actuelle. Il faut savoir que ce qui a été défait, on ne le refera pas. Le fait d'avoir détruit iTélé et d'avoir créé CNews, demain, même si on se réveille demain, on ne refera pas iTélé. Ce sont des talents gâchés, c'est du travail journalistique gâché, c'est de l'information qui est gâchée. Si Vincent Bolloré devait racheter Europe 1 et qu'il mettait Europe 1 à genoux, comme il a mis iTélé à genoux et qu'il en faisait un annexe de CNews et qu'on se réveillait dans 4 ans, on ne refera pas Europe 1. Ça sera autant de talents gâchés. Donc il est urgent d'agir aujourd'hui parce que vraiment demain, on va se réveiller face à un paysage médiatique complètement dévasté et désastreux d'une certaine manière. Et c'est nous qui, comme citoyens, finalement, seront mal informés. Merci Julia Cagé, merci Benoît Huette d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de l'ouvrage, L'information est un bien public, refonder la propriété des médias, et c'est publié au Seuil.